Le manoir dès le nôtre, une odeur de pain et de cannelle. Mais pour moi, c'est l'odeur du formol. Je suis là, plantée au milieu du salon, mes doigts crispés sur ce coffret cadeau couleur crème, noué d'un ruban de soie, et je n'arrive pas à détacher mon regard de ce qu'il y a à l'intérieur. Un abonnement VIP. Ah, pour Amour Ultime, une application de rencontre destinée explicitement aux célibataires désespérés de plus de 30 ans. Et juste en dessous, un livre à la couverture rigide, lettres d'or en relief, comment trouver le bonheur quand on meurt seul. Le feu rugit dans la cheminée en marbre derrière moi, dehors, par les portes-fenêtres. La neige tombe en flocons épais et silencieux, recouvrant d'un linceul blanc les jardins impeccablement entretenus. Mais dans cette pièce, le froid n'a rien à voir avec la météo de décembre. Le lustre de la salle à manger projette des losanges de lumière sur la nappe en lin blanc. Ma mère, Catherine, tapote sa cuillère contre son verre en cristal. Le son, comme une lame qui déchire le murmure des conversations polies. Avant de commencer, annonce-t-elle, sa voix calibrée pour un auditoire, j'aimerais porter un toast à cette saison si particulière, l'année de la mariée. Je regarde ma sœur Camille se redresser sur sa chaise, son sourire de composition s'épanouissant sur son visage comme si elle avait attendu ce signal toute sa vie. Ma fille est cadette, continue Catherine en désignant Camille avec son verre de vin, se mariera en février prochain, lors de ce que je ne peux décrire que comme un événement royal des temps modernes. 300 invités, la salle de bal du Georges V, une robe qui a nécessité 6 mois de création. À côté de Camille, son fiancé, Guillaume, se crispe, la mâchoire serrée. Mon père, Jean-Pierre, lève son verre de whisky en signe d'approbation. Il ne m'a pas regardé une seule fois depuis que nous sommes à table. Je coupe mon filet mignon. Le couteau glisse dans la viande sans la moindre résistance, mais ma main semble soudée aux manches. Catherine repose son verre avec un cliquetis délicat. Son regard se tourne vers moi, et je reconnais cette lueur dans ses yeux. Le spectacle va commencer. Camille est casée, dit-elle, le ton dégoulinant d'une sollicitude fabriquée. Mais toi, Caroline, tu approches de la trentaine. Tu ne comptes tout de même pas rester une petite comptable toute ta vie, n'est-ce pas? Le silence s'abat sur la table. Même les serveurs semblent se figer en plein service. Quand viendra ton tour? Demande Catherine. La question flotte dans l'air comme une fumée âcre. Je sens le regard de Guillaume glisser sur moi, puis se détourner. Jean-Pierre s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Camille se penche légèrement en avant, une expression arrangée en quelque chose qui pourrait passer pour de l'intérêt fraternel si on ne la connaissait pas. Mais je la connais. Je vois l'anticipation dans la façon dont ses doigts se crispent autour du pied de son verre. Elle attend que je m'effondre, que je bafouille, que je sorte une excuse bidon sur ma carrière ou sur le fait de ne pas avoir encore trouvé la bonne personne. Ils construisent ce récit depuis des mois, façonnant méticuleusement une version de moi fragile, illusoire et désespérément seule. J'ai entendu les messes basses qu'ils distillent à la famille élargie, les commentaires inquiets qu'ils glissent à Guillaume. Caroline a toujours été difficile. Elle s'invente des relations pour tenir le coup. Elle n'est tout simplement pas stable comme Camille. C'est un chef-d'œuvre de diffamation, conçu pour s'assurer que, peu importe ce que j'accomplis, je serai toujours le boulet, le problème à gérer. Et ce soir, ils serrent la vis. Ils veulent que je craque. Ils veulent que je valide leur histoire en devenant la vieille fille hystérique qu'ils ont déjà décidé que j'étais. Je repose mes couverts. Le cliquetis du métal sur la porcelaine résonne plus fort qu'il ne le devrait. Ma main glisse sous la table, mes doigts effleurant le métal froid de l'alliance que je garde cachée dans ma poche depuis 1 an. C'est un simple anneau en or, sans fioriture, solide. Le simple fait de le toucher me ramène à la réalité. Il me rappelle qui je suis vraiment, pas la caricature qu'ils ont dessinée. Je ne suis pas une petite comptable, je suis experte comptable judiciaire. Je ne fais pas les comptes d'une PME. Je traque la pourriture financière. Je retrouve les millions manquants que des dirigeants croient avoir bien cachés. Je suis les empreintes digitales de la fraude que les gens pensent invisibles. Et en ce moment, assise à cette table, je ne suis pas la victime. Je suis l'auditrice, et l'audit est sur le point de commencer. Je lève les yeux, croisant le regard de ma mère, sans scier, sans détourner le regard. Je laisse le silence s'étirer, jusqu'à devenir inconfortable.
jusqu'à ce que Jean-Pierre bouge sur sa chaise et que le sourire de Camille vacille d'un millimètre. « Je ne suis pas célibataire. Maman, dis-je. » Ma voix sort calme, posée, comme si je commentais la météo. « Je suis mariée depuis 1 an. » Catherine cligne des yeux. « Pardon. Je suis mariée depuis 1 an. » Le visage de ma mère passe par 3 expressions distinctes en l'espace de 2 secondes. Confusion, incrédulité, orge. Menteuse. Le mot explose de sa bouche avant qu'elle ne puisse le retenir. Sa main s'abat sur la table, faisant trembler l'argenterie. Pourquoi personne ne serait au courant? Tu t'es mariée en secret. C'est pour ça que tu es si distante. Je ne me suis pas mariée en secret. Le visage de Camille est devenu blême, mais elle se reprend vite. Elle se reprend toujours vite. Tu inventes des histoires pour gâcher ma soirée de fiançailles. Sa voix se brise parfaitement, atteignant ce point idéal entre la blessure et l'indignation. Tu as toujours été jalouse de moi, Caroline, mais là, c'est pathétique, même pour toi. Elle se tourne vers Guillaume, sa main trouvant son bras. Tu te rends compte, elle recommence. Elle s'invente des petits amis. Mais Guillaume me regarde, son cerveau de PDG de la tech tournant visiblement à plein régime, faisant des calculs que je ne peux pas tout à fait déchiffrer. J'ai envoyé des faire-part, dis-je. Ma voix n'a pas changé de ton. J'ai l'air presque blasée, ce qui était étrange car mon cœur martèle mes côtes comme s'il essayait de s'échapper par chronopost 24 heures. Le verre de mon père heurte la table assez fort pour que le whisky déborde. Si tu as envoyé des invitations et que tu n'as pas eu de réponse, pourquoi n'as-tu pas appelé? Son visage est rouge, la veine sur sa tempe palpite. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas, pour nous humilier devant Guillaume? Bop, et voilà, la manipulation, la réécriture de l'histoire. Ils n'ont pas oublié. Ils sont en train de me dire, droit dans les yeux, que ma réalité n'existe pas, sous la table, cachée par le lin blanc. Je sors mon téléphone de ma pochette. Mon pouce trouve la conversation avec Marc. Je tape un seul mot. Maintenant, le message s'affiche comme « distribué », puis « lu ». Je range le téléphone et reprends ma fourchette, piquant un morceau d'asperge comme si de rien n'était. Mais, à l'intérieur, je change de vitesse. La fille a disparu. L'experte comptable est arrivée. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une collecte de données. Pendant 12 mois, je les ai laissés parler. Je les ai laissés mentir. Je les ai laissés construire leur petit monde parfait sur des fondations de sable. Pendant que, tranquillement, je cartographiais chaque grain, j'ai tracé les adresses IP, j'ai enregistré les heures de connexion, j'ai archivé les emails supprimés. Je n'ai pas protesté quand ils ont oublié mon anniversaire. J'ai juste noté la date et l'heure. Je n'ai pas hurlé quand ils m'ont exclu des vacances. J'ai juste fait des captures d'écran des conversations de groupe. J'ai traité ma propre vie comme une scène de crime, préservant les preuves, la chaîne de possession intacte, parce qu'on peut contester des sentiments, on peut contester des souvenirs, mais on ne peut pas contester un neurodatage. Et ce soir, l'ensemble des données est complet. Je lève les yeux vers l'écran plat de 85 pouces monté au-dessus de la cheminée dans le petit salon attenant, qui diffuse actuellement une vidéo de feu de bois. En fait, dis-je en me levant, je pense qu'on va sauter le dessert ce soir. Je marche vers la télévision, mes talons claquant sur le parquet. Il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Caroline, assieds-toi. La voix de ma mère a pris cette tonalité dangereuse. Pas ce soir. Je m'arrête devant l'écran, le dos à la salle. Tu as toujours cru, Camille, sans condition. Ma voix me semble étrange à mes propres oreilles. Calme, presque conversationnelle. Mais as-tu oublié ce que je fais dans la vie? Silence. Je me tourne pour leur faire face. Je ne fais pas que des déclarations d'impôts. Maman, je suis spécialisée en informatique légale et en fraude financière. Et j'ai mené un audit. Mon sang, l'écran de télévision derrière moi scintille. Le feu de bois virtuel s'éteint, l'écran devient noir pendant exactement 2 secondes. Puis il se rallume, affichant quelque chose de complètement différent. Un bureau d'ordinateur, fond bleu, des rangées de dossiers bien ordonnés. Accès à distance activé apparaît dans le coin en petits caractères blancs. La tête de Camille se redresse d'un coup. Ses larmes sont oubliées. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Jean-Pierre est devenue dure. «
Éteins-moi ça. Je me retourne vers l'écran, regardant le curseur bouger sans que personne ne le touche. Marc, travaillant depuis notre bureau à la maison, ses doigts volant sur les touches à des kilomètres de là. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé. Je continue. Je vous avais recommandé de le changer. Vous vous souvenez, Camille se lève brusquement. Sa chaise grince contre le parquet. C'est illégal, tu n'as pas le droit de... En fait, si, je ne la regarde pas. Je suis l'administratrice du compte. J'ai un accès légal complet. Marc m'aide simplement à récupérer mes propres fichiers. Le curseur à l'écran se déplace vers un dossier. L'étiquette fait sursauter Camille. Projet vérité. Je me retourne vers l'écran. Le curseur survole le dossier. Tu te souviens du 12 février, Camille? Je demande. Ma voix est presque douce. C'était un mardi, il faisait froid. Tu portais ton manteau en cachemire crème. Arrête ça. La voix de Camille monte dans les aigus. Maman, fais la terre. Le colis était bleu. Je continue. Livraison express, 4 boîtes sans velours à l'intérieur, emballées dans un ruban ivoire. Mais faire part de mariage. La tête de Guillaume se tourne lentement vers Camille, comme s'il la voyait pour la première fois. Éteins ça, hurle Camille. Maman, dis-lui d'éteindre. Mais Catherine est figée, ses mains toujours pressées contre sa gorge, ses yeux rivés sur l'écran. C'est trop tard de toute façon. J'appuie sur Entrée sur mon téléphone. Marc, recevant le signal, ouvre le dossier. La première image remplit l'écran en parfaite haute définition. Un journal numérique, une liste de fichiers supprimés. Save the date, Caroline et Marc. PG supprimé. Faire par mariage. PDF supprimé. Confirmation de vol maman et papa supprimé. Et à côté de chaque suppression, un horodatage et une adresse pièce à conviction numéro 1, dis-je. Ces fichiers ont été supprimés du compte cloud familial. L'adresse IP correspond à l'appareil nommé iPhone 14 Pro de Camille. Les suppressions ont eu lieu le 12 février entre 10h15 et 10h30. La salle à manger explose dans le chaos, mais je reste là, mon téléphone à la main, regardant le monde soigneusement construit de ma sœur commencer à se fissurer, et je ne ressens rien d'autre qu'une satisfaction froide et pure. Ça ne prouve rien, dit immédiatement Camille. Sa voix a perdu son ton hystérique, remplacé par quelque chose de plus plat, de plus dangereux. Et alors j'ai supprimé des spams. Je nettoyais la boîte de réception. Elle se remet plus vite que prévu. Des spams. Je lève un sourcil. Tu as marqué les emails de mon organisatrice de mariage comme des spams. Tu as bloqué mon numéro sur le téléphone de maman. Je ne t'ai pas bloqué. L'écran change, une capture d'écran de la liste de contacts de Catherine, mon nom, Caroline, avec un cercle roux et une barre à travers, bloqué. L'historique des modifications montre que le changement a été effectué le 12 février à 10h22. J'ai essayé de t'appeler, maman, dis-je en regardant Catherine. Pendant 3 semaines avant mon mariage, ça tombait directement sur la messagerie à chaque fois. Je pensais que tu m'ignorais, je pensais que tu t'en fichais. Le visage de Catherine est devenu cireux. Je ne t'ai jamais bloqué. Je ne sais même pas comment on fait ça. Bien sûr que non. Je croise le regard de ma mère. Mais Camille, elle sait. Camille gère ton téléphone. Camille gère tes emails. Camille gère ta vie. Guillaume se lève lentement de sa chaise. Il fixe Camille comme s'il voyait une étrangère. Tu as bloqué le numéro de sa sœur sur le téléphone de ta mère. Je l'ai protégée, crie Camille. Elle pivote. Je la vois faire en temps réel. Elle harcelait maman, elle appelait sans arrêt, réclamait de l'argent, inventait des histoires folles sur un mariage qui n'existait pas. J'ai dû la bloquer pour que maman ait un peu de paix. C'est brillant, d'une manière horrible. Elle s'est transformée de méchante en héroïne en 30 secondes. L'acte malveillant devient un sacrifice protecteur. Le mensonge devient de l'amour. Catherine inspire brusquement. Je regarde son expression changer. Je la vois s'accrocher à ce nouveau récit comme une naufragée à une planche de bois. Tu me protégeais. Bien sûr que oui. La voix de Camille se brise. Caroline est instable, on le sait tous. Elle traversait une crise. Je ne pouvais pas la laisser te perturber. C'est une bonne histoire, mais elle a une faille. Les chiffres ne collent pas. Je souris. Un sourire plein de pitié. Instable, je répète doucement.
C'est votre version? C'est la vérité. Camille élève le menton. Alors pourquoi, dis-je, chaque mot délibéré? As-tu aussi supprimé les notifications bancaires? Camille cligne des yeux. Quoi? Si tu protégeais maman de mon harcèlement, pourquoi as-tu aussi effacé les alertes du compte de l'entreprise, celles concernant les retraits? La pièce se fige, l'air se vide. Jean-Pierre, mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudain l'air d'avoir été frappé. Quel retrait, murmure-t-il. Je me retourne vers l'écran. Le curseur de Marc bouge. Un nouveau dossier s'ouvre. Pièce B, dossier financier. Des feuilles de calcul, des relevés bancaires, mais pas n'importe quel relevé. Ce sont des audits judiciaires des comptes de l'entreprise de Jean-Pierre, ceux qu'il croit sécurisés. Je n'ai pas seulement audité ma vie, Camille, j'ai audité l'argent. L'écran se remplit d'une feuille de calcul, des rangées de chiffres surlignés en rouge. Frais de conseil, LM Media, développement de marque, Camille Ventures, honoraire marketing, Star Vlogs, des virements mensuels de 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, tout sortant des comptes de l'entreprise vers des entités contrôlées par Camille. Et le total, je pointe le bas de l'écran, 2,5 millions d'euros. Sur 3 ans, Jean-Pierre se lève, sa chaise bascule en arrière. C'est impossible, je signe chaque chèque. Tu signes ce qu'on te met sous le nez, papa, dis-je. Mais tu ne vérifies pas les registres numériques, tu ne vois pas les factures en double, tu ne vois pas les sociétés écrans. Et le meilleur, je désigne à nouveau l'écran. Une déclaration de revenus apparaît. Vous m'avez déclaré comme personne à charge, Caroline Lenôtre, statut adulte à charge, handicap maladie mentale sévère. Je lis les mots à voix haute. Le silence dans la pièce est assourdissant. Vous avez commis une fraude fiscale. Papa, vous m'avez déclaré comme un fardeau pour cacher où allait vraiment l'argent. Vous avez utilisé mon instabilité, l'instabilité que vous avez inventée, pour couvrir le fait que vous détourniez des millions vers votre enfant chéri. Catherine secoue la tête. Non, non, nous avons fait ça pour t'aider. Nous avons mis cet argent de côté pour tes soins. Il n'y a pas d'argent, je lâche d'un ton sec. Les comptes sont vides. Maman, Camille l'a dépensé. Regardez les dates. Les virements coïncident avec ses voyages à Dubaï, sa nouvelle voiture, son investissement dans la start-up de Guillaume. Guillaume lève brusquement les yeux. Ma start-up? Oui. Je le regarde. Cet investissement providentiel qu'elle a fait, celui qui, disait-elle, venait de ses contrats de marque. Il venait de l'entreprise de son père, de l'argent volé. Guillaume regarde Camille. C'est vrai. Camille pleure maintenant, de vraies larmes laides. Papa avait dit que je pouvais l'avoir. Il a dit que c'était mon héritage en avance. Il l'avait promis. Jean-Pierre regarde sa femme. Catherine regarde le sol. Et soudain, la dynamique change. Ce n'était pas seulement Camille. C'était eux tous, une conspiration de cupidité et d'ego. Ils avaient besoin que Camille soit la star, la réussite, la preuve de leur éducation supérieure, et ils avaient besoin que je sois l'échec, la cassée, la perte sèche. Car si j'étais compétente, si je réussissais, alors tout leur récit s'effondrait. Ils me détestaient parce que j'étais l'audit auquel ils ne pouvaient pas échapper. Vous allez aller en prison, dis-je. Ma voix est calme. Détournement de fonds, fraude fiscale, fraude à l'assurance. Tout est c'est là. Chaque centime, chaque mensonge. Hein? Le visage de Jean-Pierre devient violet. Espèce d'ingrate, nous t'avons tout donné, nous t'avons mis un toit sur la tête. Vous m'avez donné une cage. Je hurle en retour. Et vous m'avez fait payer le privilège. Tu ne peux rien prouver de tout ça, crie Camille. Ce ne sont que des feuilles de calcul. C'est faux. Vraiment, l'écran de télévision scintille une dernière fois. Le bureau d'ordinateur disparaît. Il est remplacé par un plateau de télévision. Un logo familier apparaît. En ligne de mire avec Marc Valois. Marc Valois. Le nom flotte dans l'air. Guillaume le connaît. Tout le monde le connaît. C'est le journaliste d'investigation le plus redouté du pays. L'homme qui a fait tomber le sénateur l'an dernier. L'homme qui a exposé le réseau pharmaceutique. Et il est assis à son bureau, regardant droit dans la caméra. « Bonsoir », dit Marc, sa voix emplissant la pièce, riche et autoritaire. « Ce soir, un reportage spécial. Nous levons le voile sur un vaste réseau de fraude à la charité opérant ici même, au cœur de Paris. Une combine impliquant d'éminents chefs d'entreprise.
des influenceurs des réseaux sociaux et des millions de fonds détournés. Et tout ramène à une seule famille. En instant de Dante Bernadette, l'écran montre des photos de Jean-Pierre, de Camille, des galas de charité qu'ils organisaient. Nous avons les documents, continue Marc. Nous avons les témoignages et nous avons la vérité. La famille est paralysée. Ils ne me regardent plus. Ils regardent l'homme à l'écran, l'homme qu'ils prenaient pour un petit ami imaginaire, l'homme qui, en ce moment même, est en train de démolir leur vie en direct à la télévision nationale. Guillaume se lève. Il regarde l'écran. Il regarde la feuille de calcul toujours visible sur un moniteur latéral. Il regarde Camille, sanglotant sur sa chaise. Il ne crie pas, il ne se bat pas, il sort simplement son téléphone de sa poche. Il fait défiler l'écran un instant, puis s'approche de moi. « Tiens », dit-il. Il me tend son téléphone. Il est déverrouillé, ouvert sur une conversation par SMS avec Camille. « Assure-toi qu'elle ne vienne pas. Lis un message. Elle va gâcher l'ambiance. Dis juste à maman qu'elle fait une crise. J'ai eu l'argent pour l'investissement. Lis un autre. Papa a truqué les comptes. On est tranquille. Elle est tellement stupide. » Un troisième dit « Elle croit vraiment qu'elle fait partie de cette famille. » Je lève les yeux vers Guillaume. Il a l'air fatigué, brisé. « Je ne savais pas, » dit-il. « Je te le jure, Caroline, je ne savais pas pour la fraude. Je ne savais rien pour toi. »« Je te crois, » dis-je. Il hoche la tête, puis il se tourne vers Camille. Il retire l'alliance de son doigt, un simple anneau qu'elle avait insisté pour qu'il porte en signe d'engagement, et la pose sur la table. « C'est fini pour moi, » dit-il. « Guillaume, attends !» hurle Camille. Mais il est déjà en train de franchir la porte. Hors de l'appartement, hors de la zone d'impact. Je regarde mes parents. Jean-Pierre s'est effondré sur sa chaise. La tête dans les mains, Catherine fixe le mur. Le regard vide. « C'est terminé, » dis-je. Jean-Pierre lève les yeux. Ses yeux sont humides, mais pas de remords, de peur. « Caroline, attends, on peut arranger ça. » Il plonge la main dans la poche de sa veste. Il en sort un chéquier. Il écrit furieusement, déchire la page, la fait glisser sur la table. « 100 000 euros, s'il te plaît, » dit-il. « Arrête juste l'émission. Appelle-le. Dis-lui que c'était une erreur. On te paiera. On te paiera ce que tu veux. » Je regarde le chèque. 100 000 euros, le prix de mon silence, le prix de ma dignité. Je le ramasse. Je le tiens un instant, pensant à la fille qui l'aurait accepté. La fille qui voulait juste faire partie du groupe, elle n'est plus là. Je déchire le chèque, en 2, en 4, en confetti. Je laisse les morceaux tomber sur le kit de survie de la vieille fille, toujours posé sur la table. « Je ne veux pas de votre argent, papa, » dis-je. « Je veux que vous sachiez que vous ne pouvez plus m'acheter. » Je me tourne vers la porte. « Où vas-tu » murmure Catherine. Je m'arrête. Je me retourne une dernière fois. « Je m'en vais, maman, et je ne reviendrai pas. » « Mais tu es notre fille. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça, c'est cruel. »« Non, » dis-je. « Ce n'est pas cruel, c'est chirurgical. » Je les regarde, vraiment, je les regarde. La pourriture, la maladie. Quand un membre est gangrené, on ne le garde pas par affection. On l'ampute. On l'ampute pour sauver le reste du corps. Je suis en train de me sauver. Je sors, traverse l'entrée, passe devant les œuvres d'art qu'ils ont achetées, avec de l'argent volé. Je franchis la porte d'entrée. La neige a cessé, l'air est froid et pur. Une voiture attend au bord du trottoir. La vitre se baisse. Marc est là. Il me sourit, un vrai sourire, chaleureux, sûr. « C'est fait, » demande-t-il. « C'est fait. » Je monte dans la voiture. Je ne jette pas un regard en arrière vers le manoir. Je ne jette pas un regard en arrière vers la famille dans laquelle je suis née. Je regarde vers l'avant, vers la famille que j'ai choisie, vers la vie que j'ai construite. « Rentrons à la maison, » dis-je. Et alors que nous nous éloignons, les lumières de la ville se brouillant dans le rétroviseur, je le sens enfin. Le poids a disparu, le silence a disparu. Je suis libre.